maître de conférences en sciences du langage à l'Université Lumière Lyon 1, l'Université Claude Bernard Lyon 1, et je travaille essentiellement au département d'orthophonie. Et donc je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé avec Marie Bounol et Morgane Servier, qui sont toutes les deux orthophonistes aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un préalable, celui de dire que tout enfant doit pouvoir grandir harmonieusement. Donc il est vrai qu'on a vraiment progressé dans l'augmentation et l'espérance de vie des personnes avec trisomie 21, mais justement, il me semble qu'il faut vraiment profiter de cette longévité, et il me semble très important de voir que ça a des conséquences et des besoins tout au long de la vie. Alors, les conséquences, à mon avis, sont les suivantes, c'est-à-dire qu'on doit avoir un objectif de qualité de vie à la hauteur de cette nouvelle longévité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité. Et ce qui me semble très important aussi, c'est vraiment cette question de participation sociale, c'est-à-dire de dire que la participation sociale, c'est un besoin pour tout un chacun, y compris pour des personnes qui sont porteuses de handicap. Alors tout ça, ça peut tout à fait se développer si on envisage des apprentissages tout au long de la vie et bien sûr un accès à une autonomie. Donc le résumé de cette opportunité, c'est vraiment le droit d'accéder à son plein potentiel de développement et pour le coup de travailler vraiment sur comment les personnes avec trisomie 21 apprennent et comment on peut les aider. Alors, au niveau des connaissances, c'est vrai qu'on a des études qui nous apportent des éléments sur l'équipement neurobiologique et notamment sur le développement du langage. Et ce qu'on se rend compte et ce qui est difficile chez ces personnes-là, c'est qu'en fait, on a une hétérochronie de développement, c'est-à-dire que tous les domaines ne se développent pas au même rythme. En revanche, on a vraiment ce dynamisme pendant les 15 premières années de la vie, et c'est bien sûr là, il faut vraiment miser sur ces années-là pour travailler sur les apprentissages. Alors, tout ça, c'est vraiment difficile à cause d'un déficit oromoteur. On l'a vu tout de suite, on nous a bien expliqué. Donc, ces personnes ont une intelligibilité qui sont réduites. Donc, si on va miser que sur le langage verbal, on risque de toujours être contrarié par le fait que la parole se développe plus lentement et différemment. Alors, ce qui entraîne souvent, et bon, c'est pareil, c'est relaté dans les études, un langage qui est ralenti par une expressivité qui est freinée dès que l'enfant, tout petit, commence ses premiers mots. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Et les difficultés d'abstraction et de conceptualisation que l'on a déjà évoquées. Alors, malgré ces freins, quand on est sur un projet d'avenir, on veut cibler sur des ressources, sur des leviers, sur des points d'appui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser pour justement entraîner un développement facilité, plus harmonieux, plus tranquille? Alors, les ressources, on l'a vu aussi tout à l'heure avec l'exposé de Madame Comblin, c'est que le langage, et on vient d'en parler, donc le langage non verbal est un point d'appui, la mémoire à court terme visio-spatiale et même aussi la mémoire à long terme, donc on a des capacités qui sont préservées. On a des études qui nous le démontrent. On a aussi des appuis au niveau du langage verbal. Comme on vient de l'entendre, donc la réception, la compréhension se développe plus et plus facilement que l'expression. Le lexique se développe aussi plus facilement que la syntaxe. Et notamment pour le lexique, c'est une ressource qui est plus malléable et plus accessible, et notamment au niveau des noms, plus facilement peut-être que les verbes. Alors, avec tout ça, il faut aussi, je pense, insister sur ce qu'on appelle les habiletés pragmatiques et vraiment l'appui sur la compétence communicative des personnes avec trisomie 21. Il me semble que c'est un apport très 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 important sur lequel il faut s'appuyer. Et c'est vrai que là, on l'a vu, il y a des faiblesses, notamment pour formuler des requêtes, en tout cas la littérature le dit, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus tentés de répondre plutôt que d'avoir des initiatives. Et aussi des faiblesses, on nous dit, pour réparer des accidents de communication. Malgré tout cela, on a de plus en plus de points d'appui sur le rôle des gestes, et notamment dès les premiers mots, dès les premiers moments de communication. Alors on trouve des préconisations cliniques, et je pense que les cliniciens s'en saisissent à l'heure actuelle, à utiliser les gestes dès 7-8 mois. Il y a des revues
littérature. Bon, celle-ci est un peu ancienne, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est vraiment d'encourager la communication manuelle signée. Là, on a des travaux belges qui sont très intéressants. Et en tout cas, on a vu que c'est un pronostic positif pour le développement du langage. Alors, notamment dans une étude de La Roche qui montre que l'activité gestuelle originale du bébé est tout à fait intéressante et que nous, on recherche au niveau verbal une explosion lexicale autour de 18 mois. Eh bien, il se trouve qu'au niveau des gestes, on aura une explosion gestuelle entre 12 et 18 mois aussi, et que finalement, cet enseignement gestuel pourrait vraiment stimuler les compétences langagières et communicatives. Alors, ce qui nous amène à dire, en tout cas c'est plutôt une hypothèse, qu'on a une fonction augmentative des gestes qui peut permettre d'exploiter la cognition spatiale. On a vu, dans certaines études, on s'aperçoit qu'on a on a des meilleurs résultats si on a une tâche sur consigne, et si elle est signée, on aura de meilleurs résultats. Et en tout cas, l'utilisation du signe gestuel, ça permet un renforcement des messages de manière naturelle et contextualisée dans des situations de communication. Alors, tout ça, ça nous amène à dire que le geste manuel peut être un point d'appui, et on voit que c'est vraiment utilisé déjà dans les rééducations, notamment, les ergothérapeutes parlent de moyens alternatifs et augmentatifs. En orthophonie, on parle plutôt de communication alternative et augmentative, et Marc Montfort, qui est un logopède espagnol, nous dit bien que quand on travaille sur de la CAA, ce n'est pas forcément un choix définitif et exclusif, et on peut justement toujours trouver des nouveaux moyens. Alors, justement, là, j'ai remis cette définition de la CAA de la Société internationale Isaac. Donc vraiment, la CAA, communication augmentative et alternative, c'est l'idée de parler, de regarder, de faire des signes, montrer, désigner. Alors voilà, on peut avoir des photos, des images, des pictos, des symboles, des lettres, et tout ça, on peut le faire avec la main, les yeux, un contacteur. Et là, dans le petit outil que je vais vous parler, on va travailler avec un écran d'ordinateur, mais on peut utiliser des tableaux de communication et d'autres choses. Donc, dans ce travail de renforcement lexical, tout simplement d'apprentissage de vocabulaire, on a travaillé sur un outil qui est plutôt un prototype, qui s'appelle Nelly Signe avec vous. Alors, c'est un petit logiciel, le concepteur parle de Ludiciel, qui part de 5 catégories de thèmes à disposition. Là, vous avez l'écran d'accueil. On a à peu près 1500 mots, un peu plus de 1500 mots, qui sont répartis en thèmes, les loisirs, le travail, le foyer, l'école, et puis un nombre de thèmes un petit peu divers. Et donc avec tout ça, on peut faire un dictionnaire à l'enfant, travailler avec un entraînement qui se passe sous forme de quiz, et aussi personnaliser, puisque comme c'est à base de français signé, on va pouvoir avoir accès à des vidéos en français signé, et l'enfant aussi peut se filmer lui en rentrant du vocabulaire. Alors, je vous montre un exemple. Au niveau du film, c'était un peu compliqué, j'avais des extraits trop longs. Si on rentre par exemple dans la catégorie loisirs, on va aller sur un thème qui sera les animaux, et à ce moment-là, on va tomber sur cette triade de signes. C'est-à-dire qu'on veut apprendre le mot poisson, alors on aura un mot écrit, donc vous voyez c'est très symbolique, et moi je trouve très intéressant de sensibiliser les enfants très très tôt au niveau du langage écrit. On aura une photo, et à côté, on aura aussi un petit film en français signé du poisson, donc le geste du poisson. Alors, on a des quiz pour s'entraîner. On peut avoir soit une vidéo, et on va devoir trouver la bonne réponse, soit on aura du visuel, on aura un picto général avec le mot écrit, et on aura à choisir entre le geste signé. Alors, c'est un matériel qui est très pédagogique et qui comporte tout un tas d'éléments pour travailler. Par exemple, il y a une fleur pour s'évaluer, donc on retrouve les thèmes, et puis là, on va avoir tout ce qui va être acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. On va avoir des tableaux de résultats des quiz, on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir ajouter des mots, des vidéos, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir, voilà, et on va pouvoir aussi avoir toutes les vidéos des mots qui ont été appris. Donc on a tout un dispositif. On l'a proposé à cette jeune de 11 ans, qui a été suivie en orthophonie dès l'âge de 3 ans et demi, avec un accompagnement parental pour ses parents.
Donc, elle est arrivée en IME après la maternelle à l'âge de 6 ans. C'est à cet âge-là que moi, je l'ai connue. Et elle a eu des temps de scolarisation. Et on lui a donc proposé ce petit entraînement avec une évaluation clinique en 2015, en juillet, et puis un retest en 6 mois après. On a travaillé avec la famille, beaucoup avec la famille, avec l'orthophoniste qui était référence du soin, et on a fait beaucoup d'évaluations, donc dans un entraînement qui a duré 4 mois, au cabinet de l'orthophonie, donc avec mes 2 étudiantes. Et on est vraiment parti sur l'idée qu'on voulait apprendre le français signé. Donc, pour éviter le seul apprentissage du langage verbal, c'était vraiment travailler sur un stock de signes. Et Elisabeth Manteau-Sépulcre, qui définit le français signé, notamment pour la surdité, elle explique bien que c'est un mode de communication courant, spontané et souvent inconscient. Et ça, on a voulu essayer de voir si c'était si facile que ça. Et en l'occurrence, ça nous permet de montrer qu'on peut travailler sur un langage très écologique en lien avec le quotidien, parce que c'est du vocabulaire très simple, et donc augmenter le bain de langage en donnant une autre modalité que la seule modalité verbale. Et nous, on s'est donné 2 hypothèses. On voulait voir si la réception verbale serait meilleure après l'entraînement que la production. Et puis, si on pouvait prouver une acquisition de mots alors qu'on a fait un entraînement avec des choix complètement aléatoires. Alors, voilà, on s'est basé sur un stock de 50 mots parce que dans les programmes d'apprentissage lexical en orthophonie, il y a vraiment un repérage sur cet apprentissage de 50 mots. Et là, je vous ai mis le script d'une séance, donc qui était toujours un peu similaire. 5 minutes d'accueil avec Faustine. Alors, un temps de 5 minutes où on reprenait les 5 mots de la séance d'avant. Un temps d'entraînement de 15 minutes avec une planche où on allait travailler 5 mots. Un temps d'évaluation de la réception et finalement après un temps important de travail avec la famille. Et ce qui nous a permis d'avoir de tracer un peu tout ce qu'elle a fait, et on a noté à chaque fois les mots, alors en évaluation, expression, réception. On a noté les mots, on a compté les mots dans une évaluation intermédiaire au milieu du programme, et on a noté les mots en évaluation de fin de programme. Et ça a donné les résultats suivants. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a compté tous les mots, la réception a été supérieure à l'expression. Il n'empêche que quand on a comparé les 3 temps d'évaluation, en T1, T2 et T3, on voit qu'il y a un progrès dans l'apprentissage. Et si on rejoint tous les facteurs, alors on voit que la compréhension progresse, vous voyez, elle progresse, mais elle plafonne. Alors que l'expression progresse et continue à progresser, et finalement on se rend compte qu'on a débloqué l'expression en utilisant les gestes, et on a l'impression que ça pourrait continuer. Alors, on a fait une évaluation clinique avant et après, et bon, clairement notre entraînement était trop court, mais on a quand même trouvé un résultat qui est très intéressant, parce qu'il y a une épreuve clinique qui a progressé, c'est une épreuve de compréhension syntaxique. Donc on pourrait quand même se dire qu'en travaillant le vocabulaire, on fait progresser la compréhension de la syntaxe et la compréhension de phrases sur un temps qui était pourtant très court. Donc voilà, pour terminer rapidement, on a remarqué avec Faustine qu'elle avait une attention soutenue qui augmentait, une participation satisfaisante, meilleure focalisation. Donc elle a travaillé avec la multimodalité, c'est-à-dire aussi bien avec les gestes qu'avec les mots et les images. Et en tout cas, elle avait de plus en plus d'initiatives, de précision lexicale, et peut-être plus de facilité pour comprendre. Et en tout cas, on a remarqué une adhésion de la famille. Je ne vais pas développer cette diapo-là, mais en tout cas, pour les méthodes de CAA, on a envie de... Enfin, il y a un principe qui est important, c'est le principe de parcimonie, c'est-à-dire de trouver des moyens et des systèmes qui permettent de communiquer plus facilement avec un apprentissage minimal, une énergie minimale, une interférence minimale, c'est-à-dire peu d'erreurs. Tout ça, ça s'est passé pour Faustine, et une adaptation et accessibilité. Ce qu'on ne peut pas montrer sur un cas si court, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice et quel est le bénéfice. Il faudrait vraiment continuer à évaluer les besoins, et ce qu'on a fait avec Faustine. Alors, les limites, c'est que pour le moment, on en est à un prototype, hein, et il faut travailler sur cette question-là. Mais en tout cas, je pense qu'avec des outils comme ça, et surtout en évitant de se focaliser que sur du verbal, on a une réponse aux besoins avec un outil très simple. On peut collaborer avec la famille, surtout sur le quotidien,
Et surtout, on développe l'auto-apprentissage parce que ce soit l'enfant ou le jeune, ils peuvent vraiment travailler tout seul en s'enregistrant et en construisant un vocabulaire et en le capitalisant et en pouvant justement revenir et travailler dessus. Voilà, je remercie les 4 personnes qui ont travaillé avec moi sur cette étude, donc Marie Bounol, Morgane Servier, Agnès Beau, l'orthophoniste référente, et le concepteur Mehdi Yacoubi. Merci.